Bonjour, Farlat International vous propose une nouvelle vidéo, mais cette fois exclusivement sur la France. Oui, les ZFE, zones à faible émission. On se demande parfois à quoi ça sert. Sont-elles justifiables? Seraient-elles simplement de l'incompétence de la part de nos gouvernants ou alors une belle arnaque? Zones à faible émission, où allons-nous trouver ces zones? Déjà, on les trouve dans 24 villes actuellement et bientôt 14 de plus, donc 38 villes en tout, où les véhicules seront interdits de passer. Ok, donc de quels véhicules parlons-nous? Eh bien, les véhicules ont été classés avec des vignettes de 1 à 5, et même une verte avant. De 1, 2, 3, 1 et 2 sont des véhicules relativement récents, et à partir de 3, ces véhicules sont concernés avec ces restrictions, les 3, 4 et 5. Les 3, ce sont des véhicules, s'ils sont à essence, faits jusqu'en 2005, et s'ils sont diesel, jusqu'en 2010. Mais il y en a donc beaucoup? Eh ben, par critère, ça change un petit peu. Bien sûr, les plus nombreuses sont les critères 1, il y en a 14 millions de véhicules. 13 millions pour le 2 et les 3, 4 et 5 sont 8 millions pour les 3, 2 millions pour les 6 et 500 000 pour les autres. Ça fait à peu près 31% des véhicules qui seraient concernés par ces restrictions. Mais alors pourquoi? Tout ça à cause du réchauffement de la planète? Oui, effectivement, bien que ce soit pas très évident à longue échelle. En fait, on serait plus dans une période de froid si on regarde sur les 400-500 millions d'années euh, derrière nous. Mais par contre, à moins grande échelle, il est vrai que si on regarde 400-500 000 ans, surtout, on serait plutôt dans une période chaude, mais une période qui est à peu près revient régulièrement. Euh, et en fait, le CO2 est en corrélé avec la température. C'est pour ça qu'on regarde le CO2 en espérant qu'il y ait une cause, que si on réduit le CO2, ça réduirait la température. La corrélation, elle se voit plusieurs fois dans différentes études. On voit une corrélation assez impressionnante entre le CO2 et la température. Donc, mais est-ce que l'un crée l'autre? Ça, c'est une autre question. Par contre, d'autres mesures peuvent indiquer des différences assez énormes. En prenant des échantillons des glaciers, on mesure des choses très différentes. Donc, il faut peut-être faire un peu attention sur comment ont été faites les mesures. Et dans certains cas, ça montrerait des réchauffements bien plus importants avec certains instruments. Et en fait, il se peut que ça soit lié au niveau des océans, qui monte très doucement depuis 1900, 200 mm, donc 20 cm. L'océan serait monté d'un petit doigt. Mais il y a autre chose que le CO2? Non, en fait, il y a d'autres gaz comme le méthane qui semble être un plus gros problème parce qu'il a énormément augmenté, mais apparemment ça intéresse moins les écologistes. Mais il y a beaucoup de CO2 dans l'air? Si on regarde la composition de l'air, on s'aperçoit que c'est surtout du nitrogène à 78%, de l'oxygène 21% et d'autres gaz à 1%. Et de ces autres gaz, il y a surtout de l'argon, 95%, et du CO2, 4%, et puis un petit pourcent d'autres choses. Et en fait, ça veut dire que le carbone, c'est le CO2, c'est de 0,04% de l'air. Donc c'est une infime proportion de ce qui est contenu dans l'air. Donc qui produit autant de CO2? En fait, tous les pays en produisent, hein, la Chine 34%, les USA aussi, l'Inde, et l'Europe un petit 6% de tout ce qui est produit dans le monde. Et la France, si on regarde là, puisque ça nous intéresse plus, c'est 0,7, c'est 10% de l'Europe, donc 0,7% de la production mondiale, qui était de 39 000 millions de tonnes, et la France contribuerait à 282 millions de tonnes. Donc tout ce CO2 vient que des voitures? Non, pas vraiment. En fait, 12% dans le monde, 12% de CO2 vient du transport en général. Ce qui n'est vraiment pas crucial pour la réduction du CO2, donc. Mais pour la France, c'est un tout petit différence. 15% viendra des voitures. Parce qu'en fait,
26 à 30% vient du transport général parce qu'on a peu d'industrie comparé aux autres pays et de l'énergie nucléaire qui n'est non plus, et hydraulique qui n'est non polluante. Donc en fait, 79 millions de tonnes viendraient des voitures. Donc toutes les voitures pollueraient de la même façon? Ben, pas tout à fait, ça s'est amélioré autour des années, hein. On espérait réduire avec la technologie les émissions de CO2 par kilomètre, mais en fait on était dans les années 2010, donc les voitures qui commençaient en critère 3, à 1,40, et en fait en 2020, 10 ans plus tard, on n'est qu'à 1,22, donc ce qui fait une toute petite réduction, si on regarde, de à peu près 12%, si on compare un critère 3 et plus aux autres voitures. Mais forcément 41% si on estime qu'on arriverait à ce qu'on n'a jamais pu atteindre. Si je comprends bien, les véhicules 3 et 4 ne polluent pas plus que les autres. Ben, pas vraiment en fait si on compare les 1, 2 comparés aux 3 ou 4, pour les 60 millions qui sont produits par les véhicules, on s'aperçoit que 69% des véhicules sont donc les 1 et 2 et autres, et 38% des véhicules les 3, 4 et 5. Et les critères 3, 4 et 5 produiraient 21 millions de tonnes, comparé aux 45 millions des 1 et 2. Si on considère qu'elles font 12% de plus en moyenne que les autres, ça ferait 24 millions de tonnes. Ça fait 3 millions de tonnes de plus. C'est infime comparé au reste. Il y a beaucoup de différences entre un véhicule diesel et un véhicule essence de la même marque? Ben, en fait, si on compare un diesel essence de la même marque et du même modèle ou modèle similaire, Volkswagen dans ce cas-là, on s'aperçoit que la différence, si on regarde 117 grammes par kilomètre contre 113, ça fait 3% de différence. Donc c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment pas ça qui fait la plus grosse différence. L'impact des véhicules diesel ou essence est tellement infime qu'il ne pourrait être à peine comptabilisé? Ben, CIRL, en fait, il est très très petit. Parce que si on regarde la France dans le monde du CO2, c'est un petit pourcent, voire moins. Donc ça serait représenté dans cette barre ici. Et le transport dans les 15%. Les critères 3, un tout petit pour toutes les critères 3, un tout petit pourcent. Et la transition, parce que les voitures, si on transitionnait de 3 vers quelque chose de mieux, serait de à peine 12%. Donc c'est tellement, tellement petit. En fait, si on en résume, le CO2 mondial de 39 millions de tonnes, c'est 0,004% de l'atmosphère. L'Europe, 2,3 millions, c'est 6% de ça, donc c'est pas grand-chose. La France, 230 000 tonnes, on n'est plus dans les millions, c'est que c'est 10% de tout ça. Le transport, les 15%, 35 000 tonnes. Et les critères, tous les voitures critères, 18%, ça ferait 12 000 tonnes. Mais en fait, les critères 3 ne vont pas disparaître, elles seront transférées en critère 2 ou 1. Ça fait une réduction de 12%. Donc en fait, 1400 tonnes de CO2. Donc 0,0000359% du monde. En fait, c'est tellement infime que c'est rien du tout. Oui, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est beaucoup plus impressionnant que ça. Parce qu'en fait, si on regarde sur un véhicule entier, le CO2 que ça génère, la consommation elle-même dont on parle, hein, donc 2,6 millions de tonnes serait pour un véhicule diesel, le gros pollueur, comparé à une véhicule essence, 0,8 millions, mais c'est une question de type de véhicule. Mais c'est rien parce que le problème n'est pas l'utilisation, la production de CO2 pendant l'utilisation, mais la production du véhicule est énormément plus importante. Pour une véhicule diesel, c'est 2 fois plus importante. Pour une voiture essence, c'est énorme. Et en plus, le plus gros critère, c'est la production du pétrole, donc l'extraction du pétrole, le raffinage du pétrole, le transport du pétrole. Ça pollue beaucoup plus qu'on voit dans les chiffres, entre 2,6 tonnes comparé à 34 tonnes pour la génération du véhicule. Et en fait, si on regarde en pourcentage pour une véhicule diesel ou essence, on s'aperçoit que 6% c'est la production du véhicule pendant toute la vie, hein. On a regardé les chiffres tout à l'heure, c'était sur 180 000 km à peu près, donc à peu près une dizaine d'années. C'est que 6% du CO2 généré, parce que 12% vient de la production elle-même du véhicule et 81% de la production du pétrole.
qui est généré. Donc c'est ça le plus gros critère, la production lui-même du pétrole et la production du véhicule. La consommation, c'est rien en comparaison. Et c'est pire que ça. C'est pire que ça, puisque, en fait, si on fait une petite voiture, une Citroën C1 qui a été pris comme exemple, une voiture de gueux, c'est 6 tonnes pour la produire. Une Ford Mondeo, c'est 12 tonnes, et une grosse voiture 4x4, type Land Rover, c'est 35 tonnes pour produire un véhicule. C'est bien sûr beaucoup plus important que ça. Alors, si on compare notre petite voiture de gueux, elle polluerait moins que la voiture de Bobo. Oui, en fait, si on regarde le résultat, c'est énormément moins, puisqu'une voiture, petite voiture, c'est une consommation très mauvaise de 2,8 tonnes, mais 6 tonnes pour la produire et 35 tonnes pour produire le pétrole dont il aura besoin pendant 10 ans. Donc, parce qu'on assume, disons, 5 litres au 100. Et une voiture qui a duré une dizaine d'années. Ça fait 43,8 tonnes. Mais une voiture bien plus grosse, elle pollue beaucoup moins, c'est très bien, 0,8 comparé à 2,8 pendant ces 10 ans. Mais la production de véhicules, c'est 35 tonnes, donc 6 à 7 fois plus. Et la production du pétrole, c'est 2 fois plus, puisque en moyenne, c'est 10 litres au 100, ces grosses voitures. Et donc, ça fait 105 tonnes. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, une voiture de gueux, elle est gueux parce qu'elle est critère 3, elle a donc au moins 20 ans. On peut calculer que ça ferait que 3 tonnes pour la production du véhicule, comparé à 6 tonnes, puisqu'on l'a gardé 2 fois plus. Et ça fait un résultat de 40,8 tonnes. Et une voiture de bobo ferait toujours ces mêmes pollutions, mais on a tendance à les changer tous les 2 ans en moyenne. Ça fait donc 75 000 tonnes pour produire toutes ces voitures de bobo. Ça fait un critère de 6 fois plus, 245,8 tonnes, comparé à une voiture de gueux. Si je comprends bien, avec notre petite voiture de gueux, on est les champions du monde. Et tout à fait, c'est en fait les voitures de critères 3, 4 et 5 polluent énormément moins. En fait, 4 et 5 qui sont encore plus vieilles ont pollué le monde énormément moins qu'une voiture de bobo qui est changée toutes les fois, puisque c'est le critère principal de la pollution du monde, de la pollution, de la création de CO2 du monde. Ces restrictions, donc, ne servent à rien. Et est-ce qu'il existe d'autres alternatives? Oui, bien sûr qu'il y a d'autres alternatives plus efficaces, certainement, comparé à la voiture diesel, 2,7 tonnes pour 180 000 km, pour à peu près 10 ans, ou une voiture essence, 0,8. Il y a certainement d'autres alternatives. Le premier, c'est peut-être les jets privés. Et nous avons beaucoup de jets privés en France? Ben, oui, on en a 345, mais 44% sont censés être vides. Par contre, un jet privé, vous avez vu, c'est 860 litres par heure, c'est 4,7 tonnes de CO2 par heure. C'est 2 fois plus qu'une voiture diesel pendant ses 10 ans de vie, à peu près. Et pourquoi c'est 860 litres à 4,7 tonnes? C'est parce que le carbone est mélangé avec de l'oxygène, le CO2, donc qui est une molécule beaucoup plus lourde. C'est pour ça que les chiffres augmentent. Donc le petit déplacement de notre Premier ministre, Monsieur François Bayrou, en déplacement à Biarritz, nous a compté combien? Eh ben, le voyage de Beyrouth à Biarritz, pour 27 minutes de présence, c'était 4 heures de fuel, donc 3400 litres, dont 18,8 tonnes de CO2 équivalent. Donc c'est équivalent de 7 voitures diesel de gueux pour 10 ans, ou 23 voitures d'essence de gueux pendant 10 ans, de petites voitures bien sûr. Donc la solution serait d'interdire Monsieur Macron ou Monsieur Bayrou et tous les autres de faire leurs petits déplacements dans leur jet privé. Oui, parce que l'Europe estime, il n'y a pas que eux, parce qu'il y a 170 000 vols par an, et il y a 30% de plus chaque année. À Londres, il y en a 12 000 vols en juillet simplement. Le Daily Mail estime que les jets privés pour la COP 26, les jets privés seulement ont émis 13 000 tonnes de CO2, donc c'est énorme. Et paraît-il, et ça c'est que pour 1% des voyageurs qui génèrent 50% des émissions de l'aviation. Jet privé mondialement, c'est 10 000 à 15 000 vols par jour, c'est énorme. Mais bonne nouvelle pour eux, et ça augmente, 2024 était la meilleure année, 5 millions d'heures. Vous vous rappelez que la consommation que ça fait. Ça coûte l'argent, mais ça nous intéresse pas trop.
En fait, en 2022, le vol de jets privés en Europe ont généré 3 400 000 tonnes de CO2. C'est énorme, c'est la moyenne annuelle de 550 000 résidents de l'Europe, ou les émissions d'une ville entière comme Lisbonne, Manchester, Hanovre, Gênes ou La Haye. Mais alors, tous les pays utilisent autant de jets privés que la France? Bah, à peu près, la France est numéro 2, le premier étant l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui est un très gros consommateur, mais tous les pays un peu plus, mais la France est en deuxième position. Et ça fait énormément de pollution. Juste pour la France, ça ferait l'équivalent de 30 millions de véhicules. Rappelez qu'il n'y a que 12 millions ou 13 millions de véhicules de gueux, le critère 3 et plus. En fait, on pourrait même faire plus. Les participants de Davos, 18 000 tonnes de CO2 pour une conférence, pour un monde plus durable, moins de CO2. C'était l'équivalent de 3 000 voitures pour un an. Euh, le A330 ou le Falcon de Macron, c'est 390 tonnes de CO2. New York aller-retour, c'était 800 tonnes. Les 383 types de voyages de Macron, c'était 226 000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 38 000 voitures. L'empreinte carbone du Tour de France, simplement, c'est 216 000 tonnes de CO2 avec les voitures, les hélicoptères et tout ça. C'est l'équivalent de 36 000 voitures pour un an. Il faudrait peut-être leur suggérer que le vélo est pas mal, hein. Exactement. Il y a une autre chose, on peut faire les émissions des riches. Nos grands milliardaires ont tous des très très beaux yachts qui polluent énormément. Donc le total, c'est quelques-uns là de personnes pour les trimballer. 163 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 27 000 voitures pour un an. Et eux, ils sont pas interdits de rentrer dans les villes, hein. Non. Eh ben, si on parle des cruises dans les villes, par exemple, le SO2, qui est une mesure qui a été prise, mais c'est un peu équivalent pour le CO2. Si on parle des villes portuaires qui sont très Friande. friandes de tout ça, oui. À Barcelone, 105 cruises comparé aux 560 000 voitures, c'est à peu près 6 fois plus de pollution. Et les autres villes, c'est à peu près la même chose. Donc, quelques gros bateaux pour riches polluent plus que toutes les voitures de la ville, ou dizaines de fois plus. Nos voitures de gueux. Et il y a des bateaux qui sont construits de plus en plus gros, de plus en plus de personnes dedans, de plus gros tonnage, et qui polluent forcément de plus en plus. Il serait peut-être pas inintéressant de leur mettre aussi des vignettes à tous ces gens-là. Ah, ça serait très intéressant, oui, effectivement. Et en fait, si on regarde les plus gros bateaux du Royal Caribbean, qui sont les bateaux qui viennent de sortir, ils produisent l'équivalent de 19 000 voitures pendant un an. Et il y en a des centaines et des milliers de ces bateaux-là. Connaissons-nous donc d'autres sources de pollution? Bah, on peut aussi regarder les missiles, par exemple. L'émission d'un missile simple, c'est 200 à 300 tonnes par lancement. C'est l'équivalent de 50 voitures pour un an. Juste un lancement. Le Falcon 9, lui, un peu plus, c'est 435 tonnes de CO2, soit équivalent de 73 voitures. Le Space Rockets de Elon Musk, chaque fois qu'il s'en va, c'est à peu près l'équivalent de 600 voitures pour un an. Donc notre guerre en Ukraine consommerait combien? Enfin, la pollution serait émise de combien? Ah, ça c'est impressionnant, puisqu'il y a beaucoup de sources de pollution, hein. C'est pas que simplement les missiles, le combat, les feux de forêt, la reconstruction, tout ça, tout ce qui est cassé pendant les guerres, c'est énorme, c'est 230 millions de tonnes équivalent. Donc ça fait l'équivalent de 120 millions de voitures pour un an. C'est le CO2 de l'Espagne. C'est 2,8 fois les émissions de toutes les voitures en France. C'est 10 fois les émissions de toutes les voitures critère 3 et plus. Donc il y a beaucoup à faire si on arrêtait la guerre. Ah oui, en effet, c'est un peu effrayant tout ceci. Et si on se dirigeait vers une autre source d'énergie un peu donc moins polluante comme l'électricité? Bah oui, pour les voitures électriques, une voiture électrique déjà c'est 4 tonnes. C'est parce que c'est plus simple, il y a moins de moteurs, le moteur est beaucoup moins, mais bien sûr il y a des batteries.
Les batteries, ça serait entre 3 et 16 tonnes. Ça dépend du type de batterie et comment elle est faite et de la taille forcément. Donc, on est entre 7 et 20 tonnes. C'est énorme. Sauf que si on compare avec une voiture, petite voiture qu'on a vu tout à l'heure, une voiture de gueux, c'est 6 tonnes. Une voiture moyenne, c'est 12 tonnes. Et une grosse voiture de bobo, c'est 35 tonnes. Donc, c'est moins qu'une grosse voiture. Ça peut être l'équivalent d'une petite. Ça dépend de la taille du véhicule électrique. Donc, si je comprends bien, ces véhicules polluent plus ou polluent moins? Et nous savons aussi qu'il y a le cobalt, les mines où les enfants travaillent pour ces énergies. Est-ce que tout ça est très très bien? Bon, d'abord la comparaison avec le CO2 des différentes catégories, on s'aperçoit que une voiture électrique, forcément, c'est 16 à 20 pour la production de la voiture et de la batterie, et c'est beaucoup beaucoup moins que même une voiture de gueux, puisque la production du pétrole et la pollution en elle-même, c'est qu'à 33 tonnes. Bien sûr, une voiture de bobo, c'est énorme en comparaison. En ce qui concerne le cobalt, les batteries ont beaucoup changé. Les premières batteries, c'est nickel, cobalt et aluminium, sont utilisées dans d'anciens modèles de Tesla, par exemple le S et X, les plus vieilles. Il y a une meilleure densité d'énergie. On a changé après sur le nickel, manganèse, cobalt, avec plus de nickel et moins de cobalt dans certains modèles Tesla. Mais maintenant, la plupart des voitures Tesla, les 3 et Y, les plus nombreuses, c'est du lithium, du fer, du phosphate. Il n'y a plus de cobalt. Et en plus, tous travaillent sur des batteries au sodium, donc il n'y a plus de lithium et plus de cobalt et plus de lithium. D'accord, des voitures électriques. Mais nous savons quand même que l'électricité pollue aussi. Bah, la production d'électricité, oui, forcément, l'électricité elle doit venir de quelque part. Elle peut être de sources comme le pétrole, le biomasse, le gaz ou le charbon, qui sont très polluants, polluent le CO2. Mais aussi, elle peut venir du nucléaire, de l'hydraulique ou de l'éolien et du solaire, qui eux ne polluent pas. Si j'ai bien compris, en Europe, une voiture électrique, elle pollue ou elle pollue pas? Eh bien, ça dépend des sources. Si on regarde sur l'Europe, le mix énergétique, c'est surtout des industries polluantes, charbon, pétrole, biomasse et gaz. C'est en fait 92% de la production d'énergie est polluante et 18% serait propre. Ça change par pays parce que, par exemple, l'Allemagne a un mix un petit peu différent, charbon, pétrole, biomasse, gaz, qui sont polluantes, et investi sur le solaire, mais enlever le nucléaire. Donc ça fait une production énergétique de 73% polluante et 27% soi-disant propre, ce qui est un petit peu mieux. Mais par contre, la France, c'est très très différent, puisqu'il reste que de la biomasse, un petit peu, qui est un peu la moins polluante des polluants, mais surtout du nucléaire et de l'hydraulique et un peu de solaire, ce qui fait en sorte que l'énergie française est une énergie beaucoup plus propre que celle de l'Europe. Une voiture électrique, donc, peut être polluante ou non polluante? Eh bien, ça dépend. L'énergie électrique peut venir du charbon ou peut venir du nucléaire. Donc, si elle est en Allemagne, ça vient surtout du charbon, donc c'est polluant. Si elle est en France, ça vient surtout du nucléaire, donc ce n'est pas polluant. Donc, si nous résumons notre projet ZFE serait non seulement infime pour le CO2, 0,0000359%. Oui, tout à fait. Sauf que c'est pire que ça parce que ça créerait au moins 3, voire 10 fois plus de CO2 que avec ces critères 3. Parce que simplement, ça inciterait les critères 3 et plus à acheter un nouveau véhicule. Et c'est ce qui pollue le plus. Parce que la production de véhicules est 3 à 10 fois plus que le CO2, la même que l'utilisation pendant 10 ans. Et en fait, c'est les plus gros véhicules qui polluent le plus. Les critères 3 à 5 sont plus petits et plus vieux. Donc c'est pas l'âge, c'est la taille du véhicule qui fait la différence. Si on était un peu plus sérieux et surtout moins bête, interdire les 4x4 en ville, on pourrait mettre des ZGP, donc des zones pour les gros pollueurs. Ça serait l'équivalent de 105 tonnes par véhicule. Interdire
les remplacements, c'est-à-dire garder son véhicule le plus longtemps possible, donc instaurer des ZBE, des zones bobo émissions. Oui, parce que c'est ceux qui polluent plus. On a regardé, c'est 247 tonnes par véhicule, donc énorme. Interdire les vols de jets privés en France, donc, résumé Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, un bon vélo, c'est pas mal aussi. Et ça fait déjà 1,6 million de tonnes de CO2, c'est comme 30 millions de voitures. Et interdire les yachts des milliardaires en France. Vous savez, c'est 27 000 voitures en général. Et surtout interdire les bateaux de croisière en France pour promener tous ces beaux passagers. C'est 6 à 10 fois plus que les voitures. Donc la guerre en Ukraine également. Oui, c'est 120 millions de voitures par an. J'espère que ces petites explications vous ont plu et peut-être convaincu sur les zones à faible émission. Vaste question. Sommes-nous gouvernés par des incompétents, par des imbéciles, des idiots, des corrompus ou tout simplement des vrels? That is a question.